démonté il y a longtemps. Je laisse la parole. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me conviant ici pour parler de l'Afrique. C'est vrai que l'économie et le soubassement de la société, qu'on soit marxiste ou pas d'ailleurs, et depuis ce matin, j'ai entendu des choses très intéressantes sur l'Afrique, les banquiers, les managers, sur les paiements. J'apprends beaucoup. Je ne suis pas spécialiste de ces questions. Malheureusement, quand on me demande donnez-moi une solution tout de suite, franchement, je vous avouerai que je ne saurais donner une solution concrète. Je suis de formation philosophique et historique et politique. Aussi, je me bornerai à esquisser une vision globalisante, pour ne pas dire globale, de la situation de l'Afrique, encore imparfaite. Je crois cette situation dans laquelle peuvent s'insérer les différents types de situations ou d'analyses sectorielles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de croissance à 2 chiffres de l'Afrique. Et je crois que quelqu'un l'a fort bien dit, même si ce n'est pas la formule que je vais employer, on ne mange pas de la croissance. On parle beaucoup aujourd'hui, surtout de la dernière conférence de la COP21, de l'écologie, etc. Il faut préserver l'environnement, l'effet de serre, le réchauffement de la terre. Mais j'aimerais sur cette question vous livrer un peu quelques réflexions et quelques méditations. La plupart des Africains disent que, ben oui, enfin, je l'ai entendu souvent à Dakar, je l'ai entendu à Conakry, je l'ai entendu en Afrique du Sud où j'ai beaucoup vécu, en Namibie en particulier. Oui, les Européens maintenant veulent nous endormir, les Occidentaux veulent nous endormir. Après avoir amorcé le développement et accéléré le développement de leur continent de manière prométhéenne, maintenant ils nous interdisent à nous de nous développer selon les normes productivistes jusqu'ici en cours. C'est ça la réflexion sous-entendue. Ils viennent, très bien. Ce n'est pas nous qui avons pollué. Ce n'est pas nous qui avons souillé la terre. Ce n'est pas nous qui avons produit à grande échelle. C'est le tour. Il y a aussi d'autres réflexions à caractère malthusien. Ça, c'était les propos de René Dumont que j'aime beaucoup par ailleurs. J'ai eu la chance de jeune il y a 30 ans, 35 ans, j'étais jeune universitaire, j'ai participé à un débat avec lui et Malodi et Binicourt sur le développement de l'Afrique. Voilà la thèse, à savoir que les forces productives en cours en Afrique ne peuvent pas assurer le développement, le boom démographique en Afrique. Or, d'après les statisticiens et les économistes, toutes les grandes périodes d'expansion économique ont correspondu en général à un boom démographique, surtout au XIXe siècle en France, l'époque de Charles X, l'époque médiévale, en Angleterre, etc. Mais néanmoins, je retiendrai de René Dumont des allusions très pertinentes, et jusqu'à présent, je crois qu'il a anticipé de 55 ans au moins, quand il disait que l'Afrique noire est mal partie. Je l'ai relu encore il y a 2 jours. Je voyais encore des signes annonciateurs des futurs cataclysmes en Afrique. Mais l'Europe a développé d'abord son agriculture. La base de l'économie, c'est l'agriculture. Maintenant, on nous propose des systèmes de services, le capitalisme international, je le dis comme ça, propose des économies de services, etc. Ouadou s'est fourré là-dessus. Il a dû revenir en arrière un peu. C'est l'agriculture, nourrir d'abord son homme. Or, l'agriculture en Afrique a été négligée. L'Afrique n'a pas développé son agriculture. L'Angleterre l'a fait. Je ne dis pas qu'il y a le système de production universel, mais l'agriculture est la base de tout. Or, les systèmes agricoles qui ont été adoptés en Afrique ont usé les terres. La culture de l'arachide,
la culture du café, la culture du coton, qui sont des cultures de rente, qui n'ont rien apporté aux paysans africains, qui n'ont pas dégagé de l'épargne, qui n'ont pas permis le passage de l'agriculture à la révolution industrielle. C'est le système des enclosures en Angleterre qui a permis à l'Angleterre de devenir la puissance industrielle qu'il fut au XVIIIe siècle. L'Afrique, c'est vrai qu'elle a une situation particulière, mais aussi il y a des données universelles. Il y a des données universelles qui ne sont pas relatives, dont nous pouvons faire l'expérience. En 50 ans, maintenant je reviens à mon texte, 55 ans après les indépendances, l'émiettement de l'Afrique en une multitude de micro-États à la conscience nationale embryonnaire et souvent non viable, a freiné et freine encore considérablement son développement. L'exploitation de ses ressources économiques soumises longtemps au pacte colonial, puis à l'aide et au crédit, a abouti à ce cul-de-sac historique que sont l'endettement, la pauvreté et sa marginalisation dans le commerce mondial et son insignifiance sur la scène politique internationale. L'unité de l'Afrique est devenue dès lors un thème récurrent, un mot d'ordre pour presque 2 générations d'intellectuels africains, de ces âmes magiques qui, croit-on, ouvrent grandes les portes de l'avenir. Dans l'imaginaire ou l'inconscient collectif des penseurs et militants panafricains, la balkanisation a été voulue par les colonisateurs avec la complicité de certains homo africains plus soucieux d'asseoir leur pouvoir dans leurs pays respectifs que de se fondre dans une Afrique supranationale au contour politique imprécis. La disparition de l'AOF, l'Afrique occidentale française, pour ceux qui se souviennent des gens de ma génération, de l'Afrique équatoriale française, l'AF, de la Fédération du Nyasaland au sud du Zambèze, a été ressentie comme une faute originelle, une blessure qui a pesé comme une ombre tutélaire dans le décollage des États africains nouvellement indépendants. Il serait vain de faire un bilan immédiat de plus de 50 ans de politique de développement africaine empreinte tour à tour de passion idéologique, de malentendus, de paternalisme, d'erreurs tragiques. Beaucoup d'ouvrages, des essais, des pamphlets ont été écrits, des experts en tout genre, et armés de toutes les pilules miracles que sont branchées sur l'Afrique. Des charlatans, des sorciers, des usurpateurs, des idologues, des théoriciens qui s'exerçaient, des escrocs de haut vol, mais quelquefois d'authentiques génies incompris. La question est vaste, et le sujet n'est pas épuisé. Il requiert une certaine pluridisciplinarité, mais surtout une volonté politique, une approche philosophique, économique et humaine. Tout au plus, convient-il d'esquisser quelques séries de réflexions pratiques ayant trait au développement, à l'économie, à l'évolution politique des pays africains. Il faut tout d'abord se garder de toute vision globale ou globalisante sur des pays aux réalités politiques, économiques, culturelles différentes et mouvantes, sans non plus tomber dans l'analyse sectorielle ou monographique qui masque la communauté des situations et la persistance de certains traits des économies africaines et des situations politiques. Il est impossible de comprendre l'évolution économique et politique des États africains aujourd'hui sans reposer l'héritage colonial, même si en 50 ans d'indépendance, les Africains ont eu largement le temps de faire la preuve de leur capacité. La colonisation fut une rupture inédite, brutale, définitive avec l'évolution antérieure du continent africain. La fondation de la période coloniale est caractérisée par un vide politique masqué longtemps par un rideau de sécurité politique avec un décorum parlementaire emprunté à l'Europe
mais vide de sens par rapport aux réalités historiques et psychologiques des Africains. Je réponds un peu de manière globale à toutes ces questions quand on parle du crédit, de l'épargne, etc., des PME. C'est un projet de développement, est un projet de civilisation. Le Japon l'a montré, j'y reviendrai. L'aspect économique de la colonisation, longtemps négligé ou perçu comme un simple processus de modernisation, apparaît comme l'acte central.